Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième grand format durant lequel nous allons parler d'héritage, nous allons parler de mémoire, nous allons parler d'identité avec Monsieur Zachman. Bonjour Monsieur Zachman. Bonjour. Donc, Patrick Zachman, vous êtes photographe et réalisateur. Vous devenez photographe indépendant en 1967 suite à un stage effectué avec Guy Le Querec. En 1982, vous suivez la pègre italienne à Naples pour une monographie qui s'appellera par la suite Madonna. Après cette expérience, vous intégrez la célèbre agence Magnum en 1985 et vous décidez de vous lancer dans un travail de 7 années durant lequel vous allez véritablement engager un travail sur l'identité juive. Et c'est un sujet qui vous est personnel puisque votre famille est également de confession juive et a également été photographiée pour cette nouvelle monographie, cette seconde monographie, qui donc s'intitule Enquête d'identité. Un juif à la recherche de sa mémoire en 1987. Donc à travers votre carrière, vous vous intéressez aux notions d'identité et de mémoire. Vous vous intéressez notamment aux événements de la place Tiananmen. Il en résultera donc la monographie Génération Tiananmen en 2009, soit 20 ans après les événements. Toujours autour de la Chine, vous avez également suivi les évolutions pour une monographie qui s'appelle So Long China. Et dernièrement, suite aux incidents de Notre-Dame, vous avez effectué un reportage photographique des acteurs de la construction et des tentatives de conservation de l'édifice, donc les bâtisseurs, les maîtres de chantier et également l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, pour un reportage qui avait été commandé par le ministère de la Culture, si je ne me trompe. Non ? Non, c'est pas grave. Et en tout cas, ce reportage, il est présenté au sein des pourtours, c'est du parvis donc de Notre-Dame. Donc, dans votre première série photographique, vous avez suivi donc, la mafia napolitaine. Vous avez longuement traité toutes les questions d'identité par la suite. Donc, on a l'impression tout de même qu'il y a un sacré revirement entre vos deux premières monographies. Comment s'est opéré justement votre choix? De cette fois-ci, vous tournez beaucoup plus sur les questions d'identité. Je dirais que l'un, à Naples, est de l'ordre, comme vous l'avez dit, enfin, du reportage, du photojournalisme. C'est assez limité dans le temps. J'y vais 2 fois, une fois 10 jours et une autre fois presque un mois. Et l'autre, sur Enquête d'identité, ça va s'étaler sur une période de 7 années. Hein. Donc, et l'un est vu de l'extérieur, je ne suis pas napolitain, c'est pas mon histoire, et l'autre, sur les Juifs, est vu de l'intérieur. Je dirais, c'est plus compliqué que ça, puisque on va peut-être en parler, mais si j'ai fait tout ce travail justement sur l'identité juive, c'est parce que justement je ne connaissais rien en fait à cette histoire et à la culture juive. Donc j'ai dû, moi, entamer tout ce travail, je pense comme on entame un peu une psychanalyse. C'est par la photo que je m'exprime et que je pense aussi que j'essaye de comprendre mieux le monde, la nature humaine et moi-même. Et puis ce qui diffère aussi, c'est ce qui m'a conduit à entamer ces 2 travaux. L'un, à Naples, c'est vraiment en tant que photojournaliste, je suis très jeune à ce moment-là, et en fait j'ai besoin de me confronter à la violence. J'avais besoin de connaître justement mes limites. Mes limites en tant que photographe, savoir jusqu'où je pouvais aller sans me mettre en danger, mais aussi en danger physiquement, mais aussi psychologiquement. Ce que j'étais à même de supporter en fait, jusqu'à quand je pouvais déclencher. Moi j'ai pas fait d'école, je suis comme d'ailleurs à ce moment-là, dans cette période-là, la plupart des reporters étaient autodidactes. Hein. Il n'y avait pas d'école d'ailleurs, de reportage. Donc finalement on tâtonne, on expérimente, on apprend soi-même au fil de ces expériences. Et moi je pense vraiment que Naples, c'était pas une commande, hein. J'y étais moi-même. Je l'ai faite pour
pour me tester, quoi. Pour me tester et pour essayer presque de me faire peut-être une espèce de code éthique à moi. Savoir quand je pouvais photographier et quand valait mieux s'abstenir de photographier, soit parce que c'était dangereux, soit parce que si on photographiait à ce moment-là, on perdait la confiance des gens, ou soit tout simplement par respect pour les gens, quand c'était trop dur, et puis pour moi aussi. Voilà, donc voilà, Naples, c'est un peu cette expérience quand même autour de la violence. Je dirais la violence, c'est pas vraiment, c'est peut-être pas le terme, c'est plutôt l'acte photographique en soi est assez agressif parce qu'il essaye de capturer comme ça un instant. Et moi, qui suis aussi, on en parlera après, mais aussi de l'autre côté, je fais aussi je fais des films. Quand je suis derrière ma caméra, paradoxalement, je trouve ça beaucoup moins agressif et plus doux. Parce qu'en fait, on est sur un temps plus long. Et voilà, et les gens, ils voient la caméra, bon, soit ils acceptent pas, mais finalement, s'ils acceptent, ça dure, et j'ai l'impression que, quelque part, ils ont l'impression peut-être de contrôler, ou qu'il y ait un accord comme ça, alors que la photographie, c'est ça la contradiction, en tout cas de la photographie de reportage. Je ne parle pas de la photographie mise en scène ou conceptuelle, mais de la photographie de reportage. On photographie des gens sur le vif, souvent. On peut faire des portraits, ça c'est autre chose, mais sur le vif, dans la rue ou dans des situations comme ça où il y a pas mal de gens, en fait la contradiction c'est qu'on ne peut pas demander aux gens. Si on leur demande, ça arrête le moment, l'instant justement intéressant, il est parti et on ne le rattrapera plus. Donc ce qui fait la force d'une photo souvent, c'est la spontanéité, c'est justement le côté pris sur le vif. Hein. Ensuite, sur Enquête d'identité, un juif à la recherche de sa mémoire, c'est, comme je disais, c'est effectivement un travail beaucoup plus intime, c'est un travail sur la mémoire, sur l'identité et sur la transmission aussi. Et puis sur cette souvent contradiction ou difficulté en fait à avoir une double identité. Moi ce qui m'intéresse c'est au-delà de mon cas à moi, de cette histoire spécifique, c'est aussi d'essayer d'être universel. Voilà. Après je ne vais pas rentrer dans les détails d'Enquête d'identité parce que ça a pris 7 ans donc oui, ça va être trop long. Donc, pour cette série, vous avez également pris pour sujet votre propre famille, qui figure également au sein de la monographie. Donc, la sphère de l'intime entre dans le récit national. Qu'est-ce que ça signifie finalement pour vous? On photographie, comme vous le dites, on photographie l'intime. Et la sphère de l'intime, pour les gens qui ne sont pas artistes, justement, c'est privé. Souvent, voilà, ça ne se montre pas, on le garde pour soi. Hein, donc, mais quand on est artiste, justement, c'est ça la différence. C'est que de toute façon, on est poussé par une nécessité qui est celle de comprendre ou pour d'autres, ce sera de guérir même. C'est quelquefois très douloureux de le faire, mais en fait, je pense qu'on n'a pas le choix. Quand on est artiste, si on va jusqu'au bout de sa démarche, comme je l'ai dit encore, on est poussé par une nécessité. Ce mot nécessité, pour moi, il est très important. J'avais besoin de comprendre en fait d'où je venais, de l'histoire de mes parents. C'est un truc assez fou, mais chez nous, il n'y avait pas de photos. Donc il n'y avait vraiment pas de photos, il n'y avait pas d'album de famille, il y avait juste une boîte à chaussures, je me souviens, avec des photos en vrac. Moi j'ai dit souvent que j'étais devenu photographe parce que j'avais pas de mémoire. Je pense que c'est réellement ce qui s'est passé, inconsciemment bien sûr, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de photos, et les photos c'est la mémoire, c'est ce qui construit une histoire. Donc c'est pour ça que j'ai entamé tout ce travail,
parce que finalement, mes parents voulaient, parce qu'on est trois enfants, voulaient vraiment qu'on soit en fait assimilés. Mais le problème, c'est que ça n'a pas complètement marché. Parce qu'en fait, il reste toujours des choses de cette culture-là. On ne peut pas dire qu'on nie complètement. En plus, on n'y est pas. Mes parents, ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas non plus... c'est pas à ce point. Ils n'y est pas qu'ils étaient juifs, pas du tout. Mais on n'en parlait pas, et puis c'était pas dans la vie quotidienne. On ne suivait pas du tout les traditions juives. Il n'y avait pas de Shabbat, rien. Même pas Yom Kippour. Donc moi, j'ai pas mis les pieds dans une synagogue pendant toute mon enfance. Des fois, la tradition ou l'histoire, la mémoire, elle passe par la cuisine quelquefois. Mais ma mère, elle faisait plus le couscous. Donc il n'y avait même pas ça. Et puis, mon père qui parlait yiddish ne parlait jamais yiddish, qui est la langue juive des Ashkénazes, de l'Europe de l'Est. Il parlait pas yiddish à la maison. Je ne connaissais pas l'histoire de mes parents, tout simplement. Je savais juste que mes grands-parents avaient été déportés à Auschwitz. Je ne savais même pas d'où ils venaient. Donc voilà, ça n'a pas vraiment marché à cause de ça. Et j'ai ressenti le besoin d'enquêter. Alors j'ai commencé par enquêter sur la communauté juive à Paris. Et puis j'ai commencé par les religieux. Parce que pour moi, c'était eux qui étaient juifs. C'était facile, ils étaient reconnaissables, identifiables, alors que... Et eux étaient juifs et pas moi, quoi, dans ma tête un peu au début. Et puis après, j'ai procédé par élimination d'identité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sais pas, ça m'a pris peut-être 1 an de travailler là-dessus sur les religieux, et puis après, je me disais, bon, mais en fait, moi, je suis pas comme eux. Donc je vais essayer d'aller ailleurs. Et en fait, donc j'essayais petit à petit de trouver des groupes ou des gens auxquels je pouvais m'identifier. Et donc ça, je vous dis, ça m'a pris 5-6 ans et 7 ans pour faire le livre. Et je suis naturellement, en fait, arrivé à ma famille en fin de parcours. Donc après avoir exploré plein de groupes différents, d'identités différentes en fait, parce qu'il y a plein d'identités juives. Je suis arrivé naturellement à ma famille, et là, en fait, j'ai rencontré et découvert des branches de ma famille que je ne connaissais pas. J'aurais pu faire que ma famille, sauf que c'est impossible, ça marche pas comme ça. Il faut prendre des détours pour arriver à l'essentiel. Et moi, j'aime bien j'aime bien cet itinéraire-là. J'aime bien prendre des détours, j'aime pas aller à l'essentiel tout de suite. Oui, et donc, pour revenir à votre question de départ, entre la sphère de l'intime et la question nationale, ou je sais plus comment vous l'avez formulé, moi je dirais plutôt que de l'intime, d'une histoire particulière, personnelle, moi j'essaye d'atteindre un peu l'universel. Et finalement, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce travail, ce qui m'a fait plaisir, c'est ensuite quand des juifs d'origine très différente, de sensibilités différentes, venaient me parler de mon livre, comme quoi ça les avait touchés, ils s'étaient identifiés, mais pas à tout, à 1 ou 2 aspects, des choses comme ça, mais aussi et surtout presque quand des gens non juifs venaient me voir et étaient très émus par ce travail parce qu'ils s'étaient identifiés. Je me souviens de rencontres fortes comme ça avec, je me souviens, un Vietnamien. Donc j'aimais bien, moi, qu'il y ait des gens de cultures totalement et d'origines totalement diverses qui pouvaient s'identifier à ce travail pourtant très spécifique. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien dans cette approche, je dirais, plus artistique, quoi. Donc on constate au sein de votre travail un très grand engouement pour la Chine, et notamment au sein de votre production photographique. Donc comme on l'avait dit en introduction, vous avez notamment photographié la mutation du pays.
sur de très longues périodes. Et j'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous êtes arrivé à cet intérêt pour la Chine. Pour la Chine. Oui. Mon travail sur les Juifs, c'était un travail, on l'a compris, sur moi, sur ma famille, sur moi, sur cette communauté, cette identité. Après 7 ans, j'en pouvais plus. Donc j'avais besoin de m'échapper, et de m'échapper de tout ça, de m'échapper de la famille. Et donc j'avais besoin d'aller au contraire vers l'autre. C'était l'étranger, quoi. C'était l'étranger, mais aussi la culture étrangère. Je comprenais pas le chinois, je ne pouvais pas lire le chinois, je ne comprenais même pas les signes. Finalement, aller en Chine, c'était très loin, je ne comprenais rien. Ils ont une culture totalement différente de la nôtre. Il n'y a pas plus lointain, quoi. Vous parlez justement de la question de l'expressionnisme qui vous avait beaucoup influencé. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans vos photographies sur la Chine, vous photographiez les visages de très très près. Vous êtes très proche de vos sujets. Vous capturez vraiment les expressions du visage. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre parcours, enfin dans les photographies que vous faites. Vous prenez véritablement vos sujets de près. Pourquoi un tel procédé photographique et que signifie-t-il pour vous? Moi, oui, j'ai toujours photographié de près, mais en fait, faut faire attention à aux mots, parce que près, pour les gens, c'est de voir un visage près. Mais en fait, il y a 2 façons de les photographier, de les rapprocher, quoi. Soit on s'approche d'eux physiquement, soit on les prend au téléobjectif. Hein, on est loin, mais en fait, la personne, elle est proche du lecteur qui va la regarder. Mais pour moi, c'est une fausse proximité. Parce que moi, j'aime bien m'approcher des gens, avoir une relation avec eux, parler, m'arrêter, le prendre en photo, parce que je pense que les photos, elles seront fortes si on ressent finalement cette complicité-là. Même elle peut être très furtive, elle peut être le résultat d'heures ou de jours ou de semaines ou de mois de discussions, de rencontres, et puis elle peut être aussi très furtive. Hein. Mais et des fois ça peut être un échange de regards fort, mais ça on l'a pas quand on est loin, quoi. Donc il faut qu'il y ait un contact comme ça. Et donc, moi je travaille près, mais en même temps, je ne suis pas un portraitiste. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de prendre des photos, juste les visages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les gens dans leur contexte, dans leur environnement. Et pour ça, moi j'utilise un petit grand angle, c'est-à-dire le 35 mm en général. Il y a des photographes qui utilisent même un 28 mm. Donc ça leur permet d'être encore plus près, mais d'englober quand même l'environnement. Si je vous photographie près avec un 50 mm, en gros, je vais avoir votre visage, là, comme ça, avec un tout petit bout de la peinture derrière, voilà, mais j'aurai pas toute la bibliothèque là, j'aurai pas votre collègue là, et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi d'avoir votre collègue là. Donc là, je suis obligé d'avoir un grand angle. Donc, et en fait, on verra peut-être que au fil des années, de ma carrière, plus j'avançais et plus finalement, dans un sens, je me reculais, pas trop, mais quand même, pour englober plus le paysage et l'environnement. C'est-à-dire qu'au départ, je m'intéresse vraiment aux gens. Je suis même obsédé par ça, et trop, je trouve, en fait. C'est-à-dire que je vois pas trop ce qui m'entoure en tant que photographe. Finalement, je néglige un peu la lumière, le relief, la plastique, quoi. Voilà. Et plus j'avance avec les années, et plus je vais intégrer ça. Tout en restant assez proche des gens.
Hein, voilà. Donc ça, c'est mon approche. Moi, je ne parle pas de procédé, parce que la technique ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est une approche. Voilà. C'est une approche et qui s'inscrit dans une tradition d'une photographie, d'ailleurs plutôt en noir et blanc, humaniste, on va dire, mais voilà. Mais avec le temps, ouais, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul et je me suis intéressé ensuite à la couleur. Et la couleur, elle, c'est autre chose parce qu'on est plus pictural, on est plus coloriste, donc on s'attache à des taches de couleur. Et à ce moment-là, moi je pense que il faut à ce moment-là prendre du recul. C'est beaucoup plus difficile pour un coloriste, un photographe coloriste, d'être proche des gens. Donc, comme on l'avait dit, vous n'êtes pas uniquement photographe, mais vous êtes également réalisateur. Ouais. Donc, pour préparer cette réunion, on a regardé le moyen métrage que vous avez fait, qui est donc Bar, Centre des autocars. Comment est venue l'envie de réaliser? Moi, de toute façon, je m'intéresse au cinéma depuis longtemps. Mon père adorait le cinéma, donc il était cinéphile et il nous emmenait au cinéma, voir des films d'art et d'essai. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça m'a influencé, mais visuellement aussi. Mais je pense que je suis arrivé au cinéma parce que fondamentalement, je suis un raconteur d'histoire, par la photographie au départ. Mais la photo, bien que, comme tout photographe, j'essaye d'arriver à des belles images, plus parfaites possible, mais en définitive, la belle image ne m'intéresse pas en soi. C'est-à-dire que ça ne me suffit pas. J'ai une très bonne photo, je suis content, satisfait, mais so what? Je me dis, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc en fait, l'image isolée en soi, l'image unique, l'image isolée, l'icône, ne me suffit pas. Ce que j'aime, c'est la succession, l'enchaînement d'images, la séquence, pour raconter une histoire. Hein, en photographie, on appelait ça à l'époque, en tout cas, un photo-essai. C'est-à-dire, en fait, maintenant, on dit série. Voilà, c'est une série, c'est-à-dire que ça va raconter, sans forcément mettre des mots, mais la succession d'images, comme dans un livre photo, par exemple, ça va raconter une histoire qui peut être celle du sujet traité, mais des fois il n'y a pas de sujet, mais qui peut être aussi celle du photographe qu'il y a derrière, par des atmosphères. Là où je pense que là où je suis plus fort, ou plus personnel et plus percutant finalement, et plus unique, c'est quand moi je me projette, quand moi je peux me retrouver dans l'histoire des autres, pas forcément la mienne, mais dans l'histoire des autres, je trouve des bribes de ma propre histoire. C'est ça, moi, qui m'intéresse, et c'est là où je peux me projeter. C'est que je raconte des histoires. Et franchement, avec le cinéma, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec la photographie pour raconter des histoires. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le son, quoi. C'est pas tellement le son qui m'intéresse dans la réalisation, c'est la parole. C'est la parole des gens, recueillir la parole des gens, et pouvoir aussi donner la mienne. Hein, dans mes films, vous avez vu, en général, il y a une voix off. Il y a toujours une voix off, d'ailleurs. Et puis il y a aussi évidemment le mouvement, oui, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse non plus, le mouvement de la caméra. C'est plus le mouvement du temps. C'est-à-dire c'est vraiment le temps, quoi. C'est, comme je l'ai dit au début, la photographie c'est instantané et c'est finalement très elliptique parce que c'est une photo prise à un instant T et une autre photo prise à un instant Z, et entre-temps, il a pu s'écouler des minutes, mais aussi des mois ou des années. Hein. Alors qu'en cinéma, en fait, ça ne marche pas, ça. Il faut raconter une histoire, il faut être dans un mouvement comme ça de temps présent, ou de temps... Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, et finalement, si je suis passé au cinéma, c'est... parce que quelque part, je me suis j'ai vite buté, je pense, sur les limites de la photographie. Hein, la photographie est très riche, très exceptionnelle, unique pour
à mon avis, comme je l'ai dit, pour saisir des instants sur le vif. Et puis voilà, il y a un cadre, quoi. Il y a un cadre qu'on est obligé de respecter. J'ai eu beau essayer de le faire exploser, ce cadre, en travaillant en 6-6, en travaillant en panoramique, en passant du noir et blanc à la couleur, en juxtaposant les deux dans mes livres, en rajoutant beaucoup de textes. Moi j'écris souvent dans mes livres ou avec des collaborateurs, mais en tout cas il y a des textes. Au bout d'un moment, ça ne me suffit pas. Voilà, ça ne me suffit pas. Et c'est pour ça, je pense vraiment que je suis passé à la réalisation. Vous me demandiez d'ailleurs d'expliquer un peu le pitch un peu de Barsan des autocars. Oui. Le film, il s'agit en fait d'un film qui raconte l'itinéraire et l'histoire de plusieurs jeunes issus de l'immigration dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi? Parce qu'en 1984, on m'avait demandé, à moi et à d'autres photographes, mais dans d'autres villes, de faire un travail avec des jeunes déscolarisés, en difficulté, qui utilisent la photographie. Donc on leur donnait des appareils très simples, à l'époque il n'y avait pas le numérique, hein. Donc c'était des petits appareils très simples, avec un film, et on devait leur apprendre vraiment les b.a.-ba de la photo pour qu'ils puissent photographier. On les faisait travailler sur ce qui nous plaisait. Et nous, parallèlement, on devait aussi, c'était une commande culturelle, on devait faire un travail sur le thème de la jeunesse. Donc moi, j'avais 11 jeunes, à part un issus de l'immigration, d'horizons quand même comme ça assez différents. En tout cas, tous étaient perdus, avaient soit des problèmes graves avec leur famille, soit avec, tout simplement avec les autres, avec le monde. Certains étaient déjà dans la délinquance. Moi, je ne savais pas forcément, puis je ne cherchais pas à savoir. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que j'ai eu leur confiance. J'étais assez jeune à l'époque, donc je me sentais assez proche d'eux, j'avais même pas 29 ans je crois. Et je les ai fait travailler sur l'identité. Voilà, un de mes thèmes. Donc sur leur identité. Donc je leur ai demandé aux uns de travailler sur leur quartier, leur cité, d'autres sur leur famille. Et moi je les poussais aussi à écrire quand ils pouvaient. Il y avait aussi une sociologue qui travaillait avec moi ponctuellement, qui venait pour recueillir leurs témoignages. Donc on avait aussi cette matière sonore aussi, ou écrite, qui témoignait de leurs rêves, leurs illusions, leur mal-être, leur rébellion des fois, bon voilà. Et puis moi j'avais fait un travail, plutôt que de travailler sur la jeunesse en général, je m'étais dit je vais suivre chacun d'entre eux dans leur vie de tous les jours. Donc j'avais fait ça. Ça m'avait pris quasiment, c'était étalé sur un an. J'ai compris qu'en fait il fallait échanger. Si un photographe ou un journaliste ou un artiste, en fait il prend beaucoup. Il prend et il ne va pas forcément donner. Moi par exemple, j'ai toujours, à l'époque il n'y avait pas internet, mais j'envoyais des photos aux gens par lettre, même en Afrique. En Afrique, en Chine, j'envoyais des photos. Parce que tout simplement ça me semblait normal, pas quand je photographiais des gens dans la rue, mais quand je passais du temps avec les gens, ils m'avaient bien reçu, etc. Et ça, c'est ça l'échange en fait. Et moi j'ai compris que quand on échangeait, quand on donnait quelque chose en échange, qui n'est pas jamais de l'argent, très très rarement, mais des photos, une complicité. Des fois j'ai compris que même il suffisait d'écouter les gens pour que ça soit un échange, que ça soit quelque chose, tu donnes quelque chose, tu écoutes, tu es compatissant, avec le temps même, j'ai compris même que des fois ils attendaient même des conseils,
que je donne quelque chose de mon expérience, que je raconte. Bon, tout ça, c'est des échanges. Quand on échange et on donne en échange de ce qu'on prend, en fait, moi, j'ai compris que les photos, elles étaient meilleures, tout simplement. Elles étaient plus fortes parce qu'on sent cette relation qui s'est établie entre le photographe et ses sujets. Donc, le Bar-Centre des autocars, c'est en fait cette expérience-là, mais 23 ans après, où je décide de retourner à Marseille pour essayer de retrouver ces jeunes. Alors j'étais conscient que je ne retrouverais sans doute pas les 11, mais j'en ai retrouvé quand même 7. Enfin, la trace de 7 et 6 que j'ai rencontrés et filmés, et je les ai interviewés, ils m'ont raconté leur itinéraire, souvent très très accidenté, cabossé, avec des cas un peu dramatiques, et puis d'autres, au contraire, c'est des réussites. Ce que j'ai compris, c'est que, en fait, pour eux, réussir, c'est aussi sortir de la cité. Voilà. Ce qui est triste dans un sens, parce qu'en fait, à les écouter, il faut sortir de la cité pour s'en sortir. Ali, c'est le premier que j'ai retrouvé. Et c'est vraiment par lui que ça a commencé. Il m'a aidé d'abord à retrouver un peu un ou deux autres. Et puis, et lui, il tenait un bar près du Bar-Centre des autocars. C'était le nom de son bar, près de la gare. Ça parle de cette seconde génération issue d'immigration, du parcours qu'ils ont fait. Et évidemment, pareil, on est dans le spécifique, mais finalement aussi un peu dans l'universel et dans ce qu'on peut appeler effectivement la mémoire collective. Donc voilà, le Bar-Centre des autocars, c'est surtout ça. Et je l'ai fait aussi à un moment où on parlait beaucoup des jeunes, les jeunes qui brûlaient des voitures, qui ceci, qui cela, violents, machin. Et les jeunes, comme s'ils étaient tous... c'était un bloc unique. Alors que c'est faux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de jeunes différents, d'ailleurs déjà de générations un peu différentes, et puis comme s'ils étaient finalement interchangeables. Et moi, je me suis dit, en fait, si j'arrive à les retrouver, ils avaient 15-16 ans quand je les ai photographiés. Au moment où j'allais les retrouver, ils arrivaient vers la quarantaine. Et je me suis dit que, en fait, on n'avait jamais ces parcours-là, comme ça, avec autant de matière, parce que j'avais leurs photos, les photos qu'ils avaient faites, j'avais leurs paroles, j'avais mes photos de leur famille, hein, souvent, et tout. Donc je me suis dit que ce serait un document assez fort. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait, d'autant que je trouvais qu'on ne parlait jamais de cette génération des 40 ans. On parlait des jeunes, justement, sans arrêt, des grands frères, quelquefois, des parents, pas souvent, et de la quarantaine, alors jamais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce film, en fait. Donc, suite aux événements de Notre-Dame en 2019, vous avez effectué un reportage photographique, donc comme nous l'avions présenté au tout début de l'interview. Comment avez-vous appréhendé ce sujet? Et qui cette fois est explicitement de l'ordre de la mémoire collective et nationale, en rapport justement avec cet édifice? Alors c'est vrai que ça peut surprendre, vu le passé que j'ai, enfin les sujets qui m'ont intéressé. Un monument, a priori c'est pas mon truc, en plus j'aime pas trop les vieilles pierres. Donc c'est vrai que ça m'a moi-même étonné. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 15 avril, lors de l'incendie de Notre-Dame, quelqu'un m'a prévenu, qui n'était pas très loin, cru voir Notre-Dame brûler. C'était tout au début. Moi j'étais en scooter, parce que je circule en scooter. J'étais pas loin de chez moi, mais déjà en scooter, donc j'ai foncé. Moi tantôt je suis photojournaliste, tantôt je suis artiste. Le journalisme c'est aussi un outil, c'est une façon
d'approcher la réalité, un sujet. C'est une technique aussi, donc on apprend à cerner les choses, à poser des questions, à s'informer et à transformer en fait cette curiosité en intérêt visuel. C'est-à-dire comment visualiser en fait des questions qui peuvent vous intéresser, ce qui n'est pas du tout toujours évident. Il y a des sujets qui ne sont pas visuels, enfin, où il faut réfléchir. Moi, là, j'ai ce réflexe, c'est vrai, un peu du photojournaliste, et dès qu'on m'a dit ça, paf, j'ai foncé, j'ai été sur place. Et j'étais assez tôt sur place, et j'ai fait les photos, j'ai filmé même avec mon petit appareil, et en fait tout a commencé comme ça. C'est-à-dire que si j'avais pas été là ce soir-là, j'aurais jamais fait ce travail-là. Vous voyez, il y a toujours un déclencheur, un déclic, et ensuite, il s'est passé plusieurs semaines où je commençais à y penser et à me dire oh là là, comment c'est à l'intérieur, ça va être terrible à voir. Parce que devant, c'était une telle émotion. C'est pour ça, hein, je pense que j'ai continué. Parce que j'ai fait partie de cet événement quelque part, j'ai fait partie de cette émotion. Il y avait autour de moi des touristes, beaucoup de Parisiens, beaucoup. Certains pleuraient, d'autres avaient la larme à l'œil, d'autres étaient effondrés. Mais en tout cas, personne n'était évidemment indifférent. Et surtout quand on était devant, franchement, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Il y avait eu quand même dans la mémoire collective maintenant des Parisiens, il y a quand même ce souvenir encore assez brûlant des attentats, tout ce qui est les pompiers, les flics et machin, les sirènes, ça traumatise en fait, quelque part. Et donc il y a tout ça en fait. Et finalement, cet incident, c'est plus qu'un incident, mais cet incendie, je trouve, fait partie déjà de la mémoire collective des Parisiens, et Notre-Dame en soi, comme monument, représente évidemment un symbole extrêmement fort, en fait, de l'identité de Paris. Et moi, je me sens très parisien. Et donc là, dans ce sens, je me sens partie prenante de cette histoire-là. Et donc après, petit à petit, là c'est mon côté, oui, journaliste et photojournaliste qui a envie d'aller à l'intérieur. C'est aussi un peu notre privilège, mais aussi notre mission de transmettre des choses que les autres ne peuvent pas voir parce qu'on a ce privilège d'être photographe, quoi, finalement, ou journaliste. Donc c'est développé comme ça un peu dans ma tête, ce projet de pouvoir rentrer dans Notre-Dame. Donc je savais que ce serait très difficile, donc là je commençais à en parler au rédacteur en chef à Magnum, et on a commencé à bâtir un projet en réunissant plein de photos, déjà des photos d'archives de Magnum, plein d'autres photographes qui avaient photographié Notre-Dame, et puis pour montrer que mon travail là s'inscrirait dans une continuité, dans une histoire. On a été au ministère de la Culture, et donc je vous ai repris quand vous avez dit que c'était une commande, parce que c'était pas une commande. Et c'est important, parce que moi je travaille pas, mes travaux personnels finalement, c'est pas des commandes. C'est moi qui décide de le faire, c'est très différent. Voilà, donc... et puis, on a eu l'autorisation, et j'avais même l'exclusivité au début. Donc c'était assez extraordinaire. On m'a guidé une fois le premier jour, on m'a montré, c'était déjà assez extraordinaire. J'étais guidé par un chef de chantier, qui connaissait Notre-Dame sur les bouts des doigts. Et ensuite, première fois je me souviens que je suis retourné, je me suis paumé dans Notre-Dame, tellement c'est grand, tellement c'est... Et j'arrivais plus à sortir, parce qu'en plus il y avait plein de sorties condamnées, on pouvait pas, il y avait des zones de sécurité énorme, donc on ne pouvait pas pénétrer, et je ne savais pas comment sortir. Puis après, petit à petit, voilà, je me suis familiarisé avec Notre-Dame, et
j'ai la chance de continuer à avoir non plus l'exclusivité, mais un accès extrêmement privilégié. Et on est en partenariat avec l'établissement public qui, en fait, maintenant a repris la main sur Notre-Dame après le ministère de la Culture. On leur donne des photos gracieusement pour leur site internet, pour Instagram, et puis pour l'exposition que vous avez mentionné, le long des palissades rue Cloître Notre-Dame, là, qui est moi je trouve la plus belle expo qu'on peut avoir, parce que c'est en grand, c'est dehors, c'est pour le grand public, c'est pour les touristes. Donc elle est extrêmement vue, parce que, surtout en ce moment, avec les problèmes sanitaires, il n'y a pas grand monde dans les expositions, dans les musées. Alors là par contre, les gens ils peuvent circuler, quoi. Donc voilà, l'histoire de Notre-Dame, c'est ça. Et je pense que, bizarrement, je suis encore quand même dans mes thèmes. Sans moi, j'y aurais jamais été de moi-même, comme je l'ai dit. Mais finalement, ça rejoint, c'est bizarre, hein, la vie, parce que moi, je crois beaucoup au hasard, enfin pas au hasard justement, mais à l'inconscient et à l'intuition. Et là, en fait, je trouve que ça parle, comme on l'a dit, d'identité, qui est celle de Paris, du Parisien, mais que je suis aussi. Et puis ça parle aussi de mémoire des hommes qui l'ont bâti. Et puis aujourd'hui, avec cet incendie, il y a un pan de cette mémoire-là qui a disparu, puisqu'elle est partie en fumée. La flèche s'est écroulée, le toit, etc. Donc la photographie est justement formidable pour ça, parce que elle permet de garder des traces de mémoire du passé, mais aussi là maintenant de l'évolution du chantier. Et ce que j'aime bien aussi dans cette histoire-là, c'est que, en fait, on parle de disparition. C'est-à-dire il y a des choses qui ont disparu à Notre-Dame et qui vont ressurgir autrement, par la main de l'homme, par l'intelligence, la compétence, le savoir-faire de ses compagnons, qui sont assez extraordinaires. C'est une expérience, oui, assez unique, quoi. Et donc ça, je vais continuer sur encore 4 ans, donc ce sera sur 5 ans. En tout cas, c'est un sacré récit. Et donc, s'il y avait un fait marquant au cours de votre parcours que vous choisiriez de nous partager, ce serait lequel? Il y en a plein, mais... Moi, disons qu'il y en a 2 qui me viennent comme ça à l'esprit, rapidement. Il y a Tiananmen, évidemment, parce que voilà, ça m'a marqué. J'étais proche de ces jeunes, de ces étudiants. Et puis après, vu ce qui s'est passé avec la répression, ça m'a vraiment bouleversé. Et puis l'autre fait marquant, c'est en 90, parce que j'étais parti, pareil, pour un travail personnel sur les Chinois, en fait, en Afrique du Sud. Et j'ai combiné ça avec la libération de Mandela, parce que j'avais envie de vivre ça. Et en fait, malheureusement, le jour de sa libération, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des heurts avec la police, complètement bêtement, j'ai suivi et j'ai voulu photographier, j'ai été blessé, quoi. J'étais blessé, et il y a eu finalement plus de peur que de mal, mais quand même j'étais hospitalisé 10 jours là-bas, et puis du coup j'ai même pas pu photographier Mandela, et je me suis retrouvé, mais surtout pourquoi ça m'a marqué, c'est parce qu'en fait c'est un traumatisme, parce que j'ai reçu heureusement j'ai pas reçu des balles, mais j'ai reçu des plombs. J'ai été touché, je me suis effondré,
Et bon, j'ai du sang, enfin, c'était assez impressionnant. Il y avait 3 autres photographes, et la seule pensée que j'ai eue, et ça je m'en souviens, c'était pourvu qu'ils ne me laissent pas tomber. Et heureusement, il y en a un, sur les 2 autres, on était 3 en tout, un sur les 2, qui est venu et qui m'a aidé. À un moment, il m'a dit « Ah, ces salauds et tout, il faut dénoncer », il m'a pris en photo. Et en fait, là, j'ai compris que c'était vraiment l'arroseur arrosé, et pour une fois, là, j'étais de l'autre côté. Et c'est sûr qu'après ça, on ne réagit pas de la même façon face à la violence. Donc évidemment, pour un photographe, c'est marquant. Ouais. Un conseil à donner aux étudiants qui regardent cette vidéo? Un conseil à donner. Alors, moi, je ne suis pas architecte ni paysagiste. Ah non, voilà, donc vraiment très large. Voilà, donc c'est pas évidemment un conseil de ce genre que je vais donner, mais moi, ce que je dirais, c'est important d'abord de suivre son intuition. Avoir la théorie d'un côté, et puis de l'autre côté, voilà, ce que vous ressentez, c'est important, l'intuition, et la passion. C'est important d'avoir une passion. Et on a tous, je pense aussi, plus ou moins des obsessions. Souvent, ces obsessions, elles mènent à des recherches plus personnelles. Et ça, c'est aussi un conseil que je peux donner peut-être, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de répondre, par exemple, répondre à une commande, en écoutant les gens, ça j'ai déjà dit, mais aussi peut-être en essayant de projeter un peu de vous-même dedans, un peu des choses qui vous sont plus personnelles, ce qui va faire que votre projet il va être forcément différent d'un autre. Merci beaucoup. Rien, bonne chance à vous. Merci.